Depuis combien de temps exactement, nous ne le savons pas, mais il est certain que le pouvoir de voler fascine l'homme depuis bien longtemps. Émerveillé à la vue des créatures ailées qui l'entouraient, il les a observées tout en rêvant au moyen de s'élever dans les airs. À mesure que passaient les siècles, l'impossible devint possible et le rêve réalité. L'homme apprit à dessiner des formes aérodynamiques et à concevoir des moyens de les guider en vol. Alors que les ballons libres et les dirigeables captivaient le monde, quelques hommes, en réussissant des vols planés, soulevèrent l'enthousiasme des partisans du plus lourd que l'air. Dans l'ensemble, il restait deux problèmes à résoudre. D'une part, il fallait trouver une méthode de contrôle latéral. D'autre part, il fallait améliorer les moteurs. Cela ne devait pas tarder. C'est ainsi que, grâce à des efforts héroïques, en but à toutes les moqueries, par la persévérance en dépit des désastres et au prix d'immenses sacrifices personnels, des hommes sont parvenus à prouver que le vol soutenu et contrôlé était possible. Au début des années 20, d'incroyables progrès avaient été accomplis. En un rien de temps, des machines perfectionnées se révélèrent capables de couvrir des distances considérables pour l'époque à des vitesses inouïes que les uns ou les autres chronométraient à plus de 160 km/h ou de 100 000 à l'heure. À mesure qu'augmentait la vitesse et le rayon d'action, l'avion franchit non seulement les frontières, mais aussi les océans et les continents. Avant la guerre de 14-18, il y avait bien eu quelques tentatives d'établir des lignes aériennes, mais c'est grâce aux efforts intenses de perfectionnement des machines volantes destinées au combat que l'aviation civile put disposer d'un matériel fiable apte à permettre l'essor du transport aérien. L'expansion rapide qui s'ensuivit entraîna la nécessité de mettre en place et de faire progresser une multitude de moyens et de méthodes. Ainsi, il fallut développer les installations et services pour les passagers, rendre les avions encore plus sûrs, établir des services de prévision météorologique et de préparation des vols, élaborer des procédures pour les marchandises et la poste, systématiser la formation des pilotes, perfectionner les instruments de bord, améliorer les aérodromes, préciser les règles de l'air, constituer un réseau de télécommunications aéronautiques et uniformiser les aides et les procédures de navigation. Tels étaient les principaux impératifs de ce développement initial. Il devait en apparaître beaucoup d'autres à mesure que la demande allait augmenter. Il fallait désormais une organisation qui garantisse la croissance ordonnée de cette nouvelle industrie si dynamique. La Commission internationale de navigation aérienne, la CINA,
avait déjà été créé à Paris en 1919. Son œuvre ouvrit la voie d'une coopération véritablement mondiale qui commença par une conférence réunissant 54 nations à Chicago le 1er novembre 1944. Cette conférence de Chicago avait pour objet d'examiner les principes et méthodes à suivre pour adopter une nouvelle convention relative à l'aviation et instituer l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au terme d'un des 96 articles de la Convention, un certain nombre d'organes devaient être créés, dont l'Assemblée, l'instance suprême de l'organisation, laquelle regroupe maintenant plus de 150 États. L'Assemblée se réunit tous les 3 ans pendant 3 semaines environ, à moins qu'un événement d'une urgence extrême n'exige une session extraordinaire. L'Assemblée fait la revue des travaux exécutés par l'organisation, vote les budgets annuels, approuve le programme des travaux futurs et délègue les pouvoirs et l'autorité nécessaires ou souhaitables pour que l'organisation exerce ses fonctions. Un des points essentiels à l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée est l'élection des États qui seront membres du Conseil. Ces États, dont le nombre est actuellement de 33, sont élus pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à la session ordinaire suivante. Ils ont leur bureau et exercent leurs fonctions au siège de l'OACI à Montréal. Le Conseil tient chaque année 3 sessions ordinaires, chacune comprenant une phase comité et une phase conseil. L'une des fonctions du Conseil est d'adopter des normes et des pratiques recommandées internationales. Nous reviendrons sur cette question plus tard. Le Conseil est l'organe exécutif principal de l'OACI et il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et à la régularité du transport aérien international. Outre qu'ils représentent leur gouvernement au Conseil, les représentants au Conseil peuvent également faire partie de divers comités, comme le comité du transport aérien, le comité de l'aide collective pour les services de navigation aérienne, le comité des finances, le comité de l'intervention illicite, ainsi que de divers groupes de travail. Le président du Conseil est élu pour un mandat de 3 ans, au terme duquel il est rééligible. C'est le Conseil lui-même qui l'élit, en général juste après une session de l'Assemblée. Ses fonctions consistent notamment à convoquer le Conseil, à le représenter et à exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui assigne. Il préside aux séances de l'organe directeur, mais il n'y a pas droit de vote. Bien qu'il incombe au Conseil d'adopter en dernier ressort les normes et pratiques recommandées, le principal organe chargé de leur élaboration est la Commission de navigation aérienne de l'OACI. Au terme de la Convention, la Commission est composée de 15 membres possédant les titres et qualités ainsi que l'expérience voulue en matière de sciences et de pratique de l'aéronautique. Ces membres sont proposés par des États contractants et sont nommés par le Conseil. Les membres de la Commission de navigation aérienne ne représentent pas nécessairement les points de vue de leur État. Collectivement, ils font la somme des connaissances techniques du monde entier. La Commission de navigation aérienne, dont la tâche essentielle consiste à examiner les questions relatives aux normes et pratiques recommandées, est habilitée à instituer des sous-commissions techniques appelées réunions à l'échelon division. La décision de convoquer telle ou telle réunion dépend de l'ampleur et de la portée des sujets à traiter. Le comité juridique, institué à la première session de l'Assemblée, est lui aussi un organe permanent de l'organisation. Il se réunit en général chaque année et tous les États contractants peuvent prendre part à ses travaux. Une de ses principales fonctions est d'étudier et de rédiger des projets de convention pour l'unification du droit aérien international.
Ces projets de convention sont ensuite présentés pour examen et adoption à des conférences diplomatiques convoquées par le Conseil et tenues sous les auspices de l'OACI. Plusieurs conventions internationales ont été adoptées à la suite d'études menées à bien par le comité juridique. Aux différentes réunions et conférences, des services d'interprétation simultanée et de traduction sont assurés dans les langues de travail de l'organisation selon les besoins. Parmi les comités du Conseil, le comité du transport aérien, dont les membres sont choisis parmi les représentants au Conseil, s'occupe des questions relatives à l'économie et à la facilitation du transport aérien international, tant pour les voyageurs que pour le fret. Le comité de l'intervention illicite, composé de 15 représentants au Conseil, se réunit également dans cette salle, de même que les autres comités du Conseil. Le secrétariat de l'organisation, dont le personnel est réparti entre un certain nombre de directions, est chargé d'appliquer les dispositions de la Convention et les instructions et directives de l'Assemblée, du Conseil, de la Commission de navigation aérienne, du Comité du transport aérien et des autres comités, ainsi que de tous les autres organes qui sont institués. Le Conseil nomme le secrétaire général, qui n'est pas seulement l'agent exécutif principal du secrétariat, avec toutes les responsabilités administratives que cela représente, mais aussi le secrétaire du Conseil. Un bref examen de cet organigramme nous donnera une idée de la structure du secrétariat. Les directions de la navigation aérienne, du transport aérien et des affaires juridiques s'occupent essentiellement des travaux de secrétariat nécessaires aux réunions et aux groupes d'experts, d'études spécialisées et, outre une multitude d'autres tâches, de la préparation des rapports et des notes de travail. La direction des affaires juridiques fournit des services et des avis juridiques au secrétaire général et à tous les organes délibérants de l'organisation, ainsi qu'aux autres directions du secrétariat. Elle procède à des études sur l'unification du droit aérien international, prépare la documentation et assure le secrétariat du comité juridique, des conférences diplomatiques et d'autres réunions convoquées par l'organisation. La direction du transport aérien a pour principale fonction de collaborer aux travaux du comité du transport aérien. Elle comprend 2 sous-directions qui correspondent à ces 2 grands domaines d'activité. La sous-direction des études économiques et des statistiques effectue toute une gamme d'études sur des sujets d'un intérêt immédiat ou permanent pour les administrations nationales, les transporteurs aériens et les services de gestion des aéroports et des installations de route. Il s'agit notamment d'études générales sur le développement du transport aérien dans les différentes régions du monde, sur les recettes et les coûts des transporteurs aériens, sur les tendances du trafic aérien et sur l'économie des aéroports et des installations et services de route. En outre, elle collecte, analyse et publie une grande variété de statistiques qui servent non seulement à guider l'organisation dans ses travaux, mais aussi à aider les autorités de l'aviation civile des États membres à formuler leur propre politique nationale. La sous-direction de la facilitation et du financement collectif, de son côté, a pour objectif d'éliminer les documents qui ne sont pas indispensables, de libéraliser les formalités de passage des frontières et de simplifier les procédures d'acheminement et de congé. Par ailleurs, elle administre certains arrangements de financement collectif pour la mise en œuvre d'aides à la navigation aérienne, comme ici au Groenland. La direction de la navigation aérienne de l'OACI seconde la commission de navigation aérienne dans la planification et l'exécution de son programme de travail dans le domaine technique. Elle est chargée de différents domaines tels que l'exploitation technique et la navigabilité, les enquêtes sur les accidents et la prévention, l'information et les cartes aéronautiques, la médecine aéronautique, les licences et les méthodes de formation du personnel, les aérodromes, les routes aériennes et les aides au sol,
les télécommunications, la météorologie, les règles de l'air, les services de la circulation aérienne, les recherches et le sauvetage, ainsi que la sûreté de l'aviation. La direction de l'assistance technique diffère sensiblement par sa nature des trois directions que nous venons de voir. Pour comprendre l'objet et le financement de la direction de l'assistance technique, il faut savoir qu'elle constitue, au sein de l'OACI, un organe exécutif du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ce dernier a été créé afin d'aider les pays en développement sur le plan technique, dans l'industrie, l'agriculture, les communications, les transports, la santé et l'éducation. Et il délègue l'exécution de ces programmes et projets à des organisations internationales. Pour les projets relatifs à l'aviation, c'est la direction de l'assistance technique de l'OACI qui sert d'agent d'exécution du PNUD. Le degré de participation de l'OACI est déterminé par les demandes que présentent les gouvernements des pays en développement, auxquels il appartient de décider quelle portion de l'aide mise à leur disposition par le PNUD sera consacrée à l'aviation civile. L'assistance technique revêt des formes multiples. Établissement de centres de formation de l'aviation civile, renforcement des services au sol, programme de bourse pour des stagiaires, fourniture de toutes sortes de matériel et installation d'aide à la navigation. La direction de l'administration et des services regroupe les services du personnel, les services linguistiques et les services administratifs indispensables au fonctionnement d'une organisation internationale. On voit ici quelques exemples de services de soutien assurés par cette direction. Outre le conseil,
la commission de navigation aérienne et les directions du secrétariat qui occupent le siège de l'OACI à Montréal, au Canada, il existe 7 bureaux régionaux qui desservent les États auprès desquels chaque représentant régional est accrédité. La région Afrique a son bureau à Dakar. La région Asie et Pacifique à Bangkok. La région Afrique orientale à Nairobi. La région Europe à Paris. La région Moyen-Orient et Afrique orientale au Caire. La région Amérique du Nord et Caraïbes à Mexico. Et la région Amérique du Sud à Lima. Ayant examiné la structure de l'organisation, nous allons maintenant voir brièvement comment elle fonctionne. Dans un domaine aussi technique que l'aviation, où les progrès sont extraordinairement rapides, de nouveaux problèmes se posent constamment. Ces problèmes peuvent résulter, par exemple, de la mise en place de matériel complexe dans le contrôle de la circulation aérienne, d'une augmentation du trafic, d'une modification de la structure des routes, du remplacement d'un système de navigation par un système nouveau, ou de la mise en service d'un nouveau type d'avion dont les paramètres d'exploitation rendent nécessaire un changement des pratiques suivies jusqu'alors. Dès qu'il est reconnu que le problème intéresse la communauté aéronautique internationale et que la réglementation nécessaire devra être appliquée uniformément par tous les États contractants, il faut d'abord le définir précisément. S'il s'agit d'un problème technique relevant de la navigation aérienne, c'est la commission de navigation aérienne qui en sera chargée et il sera inscrit sur sa liste de projets techniques. En temps opportun, la commission examinera le problème de façon plus approfondie et pourra éventuellement décider de le soumettre pour étude au secrétariat ou à un groupe d'experts ad hoc, ou bien la commission décidera d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour d'une réunion de navigation aérienne à l'échelon division. D'habitude, cependant, si le problème doit être examiné par une réunion à l'échelon division, un travail préparatoire s'imposera et il sera effectué par le secrétariat en consultation avec certains États ou bien par un groupe d'experts. Quelle que soit la façon de traiter le problème, les travaux pourront conduire à l'élaboration de projets de normes et de pratiques recommandées, nouvelles ou révisées. Ces projets de normes et de pratiques recommandées, nouvelles ou révisées, sont ensuite soumis à l'examen préliminaire de la commission de navigation aérienne, puis adressés pour avis à tous les États et aux organisations internationales intéressées, sous couvert d'une lettre officielle qui, traduite dans les langues de travail de l'organisation, est signée par le secrétaire général ou en son nom. Cette lettre rappelle brièvement l'historique de la question, fournit les références utiles et donne le texte des amendements proposés. Le secrétariat se charge ensuite d'analyser les réponses des États membres et des organisations internationales pour en présenter la synthèse à la commission de navigation aérienne qui procède alors à un examen final du projet de normes et de pratiques recommandées nouvelles ou révisées en tenant compte des observations formulées par les États membres. Une fois que la Commission a mis en forme le projet définitif, elle le présente au Conseil en lui recommandant de l'adopter.
Pour être adopté, un amendement doit recueillir les suffrages des 2/3 des représentants au Conseil. L'amendement adopté est ensuite soumis aux États qui sont invités à faire connaître toute désapprobation éventuelle avant une certaine date fixée par le Conseil. Passé cette date, si aucune partie de l'amendement proposé n'a été désapprouvée par la majorité des États, l'amendement entre en vigueur pour être appliqué à compter de la date fixée par le Conseil dans la résolution d'adoption. S'il avait été question d'un problème de transport aérien, il aurait été traité d'une façon analogue, mais avec le concours du Comité du transport aérien et de la Direction du transport aérien. Les documents qui contiennent les normes et pratiques recommandées sont appelés annexes, car ils constituent des annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Ces annexes sont au nombre de 18. Dans les directions du secrétariat et surtout à la direction de la navigation aérienne, différentes sections ont pour tâche de suivre les faits nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les annexes. Outre les annexes, il existe des documents qui contiennent les procédures pour les services de navigation aérienne. Pour l'essentiel, ces procédures portent sur des pratiques d'exploitation ainsi que des éléments jugés trop détaillés pour figurer dans les annexes. Ayant exposé les différentes étapes de l'élaboration des normes, voyons maintenant comment ces normes passent dans les législations des États contractants. La mise en application par les États est volontaire. Cependant, en devenant membre de l'OACI, chaque État s'engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation. Si la mise en application ne peut se faire immédiatement ou si un État estime ne pouvoir se conformer en tout point à une norme, il notifie les différences entre ses propres pratiques et celles que prescrit l'OACI. Les différences notifiées sont consignées dans des suppléments périodiques aux annexes ainsi que dans les propres publications d'informations aéronautiques des États membres. Pour aider les États à appliquer les normes et les pratiques recommandées, le personnel du siège et les bureaux régionaux offrent une certaine assistance qui peut prendre diverses formes, notamment la publication de manuels et de circulaires. Lorsqu'une aide plus tangible s'impose sur les plans économiques et techniques, les fonds gérés par la direction de l'assistance technique peuvent être utilisés à cette fin dans certaines situations. Si l'on compare les avions de transport civil d'aujourd'hui avec les frêles assemblages de bois et de câbles du début du siècle, on ne peut manquer d'être impressionné par la capacité de l'homme à construire et faire voler ces puissantes machines. Mais l'homme a aussi fait preuve d'une autre capacité, moins spectaculaire mais aussi remarquable, celle de créer des instruments internationaux, des normes, des pratiques recommandées, des procédures et toutes sortes de documents normatifs d'une importance cruciale pour le développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale. De multiples manières, l'OACI a eu une influence profonde sur l'évolution du transport aérien et les fruits de ses plus de 40 années d'existence prouvent que les délégués des nations du monde sont capables de se rassembler pour coopérer avec succès au profit de tous.